Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu. Alors il y a pas mal de reflets, je suis désolé mais c'est comme ça, c'est le soleil d'hiver. Petite vidéo actu, plein de petits items, on va parler de plein de petites choses, j'ai quelques petites indiscrétions. On va parler aussi de la conférence de presse de Will Steele. Bon, pas grand chose à en tirer, mais on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. On commence donc par cette conf de presse où Will Steele nous explique le retour de Wesley Saïd. Alors la problématique, c'est si Wesley Saïd revient, il revient à la place de qui? Voilà, c'est un peu ça le problème. Je pense que ça va être compliqué parce que il va falloir qu'il libère des places. Wesley Saïd est apte à être dans le groupe. Voilà, bon après moi je le préfère sur le banc et comme Sotoka rentrer en cours de match, pourquoi pas. C'est vrai que dans un 4-3-3, c'est pas forcément, je sais pas forcément s'il aura sa place là-dedans, mais bon, de toute façon, on verra bien, en sachant que pour moi, Rémi Labolascari, il est en ballottage avec Sotoka, et que Enzola et Zaroury seront indétrônables au niveau du poste de titulaire. Alors je suis désolé, ça fait des énormes reflets, mais c'est le soleil d'hiver. Alors on va essayer de déplacer un peu, ça ira mieux. Désolé les amis, c'est un peu... Voilà, on va faire ça. C'est mieux. Ah, du coup, on a vu sur la porte, la petite porte du bureau. Bah, c'est pas grave. Donc voilà, on va... on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles. Il y a Machado qui est suspendu, donc je pense que ça sera sûrement peut-être Chavez qui sera un peu le remplaçant de Medina, qui va continuer à jouer à gauche, je pense. Il a clairement était très satisfait de ce qu'il a vu à Reims et je pense que tout le monde l'est. Il y a beaucoup plus de soulagement au sein du club. Les choix forts de style ont marqué et ont été clairement discutés par certains titulaires, notamment Florian Sotoka qui a pas du tout goûté cette place de remplaçant, même s'il a fait le boulot et que on peut au moins lui prôner ça, c'est qu'il a été extrêmement pro sur son entrée, où il a fait plutôt une bonne entrée, mais en background ça a été très compliqué, c'est-à-dire que ça fait des semaines qu'il freine des cas de fer pour ne pas du tout passer à 4 derrière, parce qu'il sait très bien que la formation à 4 derrière lui enlève un poste, parce que c'est soit 4-4-2 soit 4-3-3, et dans les deux cas, il sautait, puisque son association avec Enzola est totalement inefficace, et que il n'a pas marqué de but depuis des mois, et ni de passe décisive, il est absolument plus dans le coup, et il savait très bien que ce changement de dispositif le faisait sauter sur le banc. Bon. Ça a été le cas, ça s'est bien passé, les absents ont toujours un peu tort. Moi j'ai trouvé que l'animation était très bonne, et d'ailleurs, du coup, Will Steele a laissé comprendre que cette formation allait se pérenniser dans le temps et que c'était une arme supplémentaire pour l'équipe. Même si il laisse pas de côté la défense à 3, parce que je pense que s'il y a des départs cet hiver, on y reviendra après dans la vidéo actu, s'il y a des départs cet hiver, il pourrait reglisser à 3 derrière selon les profils des joueurs qui resteront. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à tirer de cette conférence de presse. Voilà, le groupe va rester classique. Après, à savoir qui va sauter à la place de Saïd, ou est-ce que Saïd va pas aller en N3 parce qu'il est un peu juste, on sait pas trop, mais en tout cas voilà, il est apte à jouer d'après ce qu'a dit Will Steele. Donc à voir. Alors est-ce que le groupe, comme il n'y aura pas Machado, est-ce qu'il va prendre la place de Machado dans le groupe? C'est possible aussi, ce qui voudrait dire qu'on verra pas de jeunes. Mais bon, à un moment donné, il faudra quand même faire des choix au niveau formation, parce que s'il fait plus rentrer aucun jeune dans le groupe, c'est un petit peu aller à l'encontre de ce qui est dit depuis un certain temps par la direction. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des joueurs du statut de Wesley Saïd qui devront goûter un peu à la N3 ou au repos pour pouvoir laisser des jeunes émerger dans le groupe. Enfin, bref, c'est un peu compliqué à faire, mais à un moment donné, il faudra continuer à faire des choix forts pour pouvoir être dans le projet qui a été vendu par Joseph Ougourlian et Pierre Drey aussi, qui l'a dit en interview il y a quelques semaines, où il parlait beaucoup de la formation. Voilà, bon, il n'y a pas plus de choses à dire que ça sur la fameuse conférence de presse. On va parler un petit peu de notre ami Satriano. J'ai des nouvelles assez rassurantes, assez positives. Les retours que j'en ai, c'est que Satriano est en phase de reprise, c'est-à-dire soin sale,
ce qui est déjà une très bonne chose. Faut quand même se rendre compte que c'est une opération des croisés, c'est jamais évident, mais enfin voilà, l'opération, elle a un bon mois, et depuis un bon mois, il a vraiment, vraiment bien avancé. Alors à savoir qu'il est en phase de déballement. Alors qu'est-ce que ça veut dire en phase de déballement? C'est un terme un peu infirmier. Ça veut dire qu'en fait, il a plus de pansement. Voilà. Donc ça veut dire que quand on est en phase de déballement, on est en phase de cicatrisation à l'air, c'est-à-dire que le pansement est terminé et plus de bandage. C'est une très bonne chose parce que le bandage, comment dire, restreint les mouvements du genou, restreint les mouvements de repos, restreint les mouvements d'extension du genou, ce qui veut dire que tu peux pas faire tout ce que tu veux en salle, en rééducation physique, etc. Là, sans bandage, il est libre à 100% des gestes du genou, donc ça permet une énorme progression au niveau physique. Parce que tant que tu as le bandage, tant que tu as des bandages, tu peux pas évoluer. Par exemple, un mec comme Jimmy Cabot, quand il a une flambée d'inflammation, ils sont obligés de remettre des bandages avec des soins pour faire diminuer l'inflammation. Il peut pas s'entraîner comme il veut, donc il perd un temps fou. Et c'est pour ça aussi que ça prend des plombes. Et de toute façon, c'est mort. C'est presque mort. Mais en tout cas, voilà. Satriano, lui, il est en phase de déballage. Et donc, du coup, ça avance bien. Ça avance à tel point que s'il n'y a pas d'obstruction ni de point noir à sa continuité de protocole de récupération et de reprise, il serait disponible février-mars. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'il restera encore au moins 2 mois de compète, voire 3. Ça peut être vraiment important. Ça change pas qu'il y a toujours une volonté. Il y a toujours une volonté de la part du club d'avoir un attaquant supplémentaire parce que cet attaquant-là sera soit un prêt, soit un investissement en vue de virer des attaquants déjà présents dans l'effectif, notamment Saïd, qui va être remercié à un moment donné parce que aujourd'hui il sert plus à rien, et peut-être l'après Sotoka. Donc il y a vraiment une volonté de recruter un attaquant, mais en tout cas Satriano fait toujours partie du projet Will Steele. Il veut pas le lâcher parce que bien sûr c'est la faute à pas de chance, et qui comptait dessus pour la Ruta. Je pense qu'on aurait vu Satriano depuis un moment. Alors le profil de Satriano, il est assez particulier, c'est un Sotoka de 24 ans, assez polyvalent, capable de jouer sur un côté mais aussi en deuxième attaquant comme à Brest. Il faisait un peu les deux. Moi j'aime beaucoup ce type de profil, c'est-à-dire un joueur assez grand, technique, capable de donner des ballons. Il peut jouer donc sur un côté, il peut jouer en deuxième attaquant, voire même en attaquant de pointe, mais c'est pas forcément un pivot, c'est plus un joueur qui fait jouer les autres. Donc je pense qu'il aura sa carte à jouer quand il reviendra. En tout cas, les nouvelles sont très bonnes. Et le fait qu'il fasse soit sale, il a réussi à bien s'intégrer avec une partie du groupe. C'est plutôt bon signe, c'est vachement intéressant et c'est vachement encourageant. Voilà. Ça, c'est pour la partie un petit peu retour. Bon, pour ce qui est du reste, j'ai pas de nouvelles des autres. Moi, je me suis attardé sur Satriano. Les retours que j'en ai, c'est ça. Voilà. Jimmy Cabot, je l'ai dit dans une vidéo, c'est très très compliqué au vu de ce qu'il a en post-opératoire. Mon avis, sa carrière est plus que compromise, quoi. Ensuite, on va parler, donc du coup j'ai parlé de recrutement, du fait que le club cherche un attaquant. Alors il y a la rumeur Adama Koulibaly, on va voir. Faut voir d'où ça sort en tout cas. Mais il y avait aussi la rumeur d'un Égyptien qui a été balayé par Driussi. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que ça sera soit un recrutement très peu onéreux, du style Kouzanov, un joueur qui vient de nulle part et qui coûtera pas cher en salaire, ou alors le prêt d'un attaquant, d'un ailier qui est en manque de temps de jeu dans un club et qui aimerait se relancer sur 6 mois. Bon, je pense que ça sera ça, le vrai mercato, ça sera l'été prochain. Alors la nouvelle qui est aussi importante de l'actu, c'est bien sûr le fait que la DNCG n'ait pas pris de mesures à l'encontre du club. Alors, c'est pareil là-dessus, j'ai fait partie de ceux qui ont pris une espèce de shitstorm décalé de la part de gros dépressifs qui ne supportaient pas qu'on dise qu'il y avait des risques forts que Lens soit sanctionné par la DNCG. Alors ça me fait rire parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, on croche jamais, quoi. La DNCG s'est marqué rien à l'encontre de Lens, ça y est, c'est terminé. Il y avait rien, il se passait rien, c'était des conneries, le club n'allait rien subir, non, ça marche pas comme ça. Pour avoir eu un petit peu de retour, ça a sué des aisselles, hein.
Il y avait des auréoles. Hein. Joseph Ougorlian, il est venu avec une armée. Il a mis un dossier béton avec des lettres d'engagement en comas, avec des promesses de vente. Beaucoup de promesses de vente, un emprunt un emprunt avec une garantie sponsoring. Enfin voilà, il a amené un énorme paquet de cadeaux et je peux te garantir qu'il y avait des auréoles sous les bras. Au final, il a réussi à convaincre la DNCG du bien fondé du projet de récupération de pognon, mais ça passe sur d'énormes ventes. Hein. C'est-à-dire, des lettres d'engagement, c'est des lettres de promesse. C'est-à-dire que tu fais un écrit sur lequel tu t'engages à vendre tel joueur, tati, tata, tata, tata. Dans ce cadre-là, bah, c'est beaucoup plus compréhensible que la DNCG ait donné son veto, son feu vert, pardon, son veto, et donné son feu vert au club parce qu'il y a de forts engagements. Maintenant, attention, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que si les engagements ne sont pas tenus, on va prendre une claquouille cet été. Et là, par contre, c'est très grave. Parce que avoir une claquouille cet hiver, c'était pas gênant. Interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale, sur un mercato d'hiver, c'était pas chiant. Par contre, cet été, si on se fait niquer par la DNCG parce qu'on n'a pas réussi à atteindre les les promesses qu'on a fait là cet hiver, on pourrait se faire enculer cet été. Hein. Et là, par contre, c'est beaucoup plus grave. Parce que vu l'état de l'effectif, vu les chefs qu'on a encore et qu'on n'a pas réussi à vendre, les DPDC, les cadres qui sont HS, Otoka, Grady, enfin bref, un Brice Samba qui va sûrement partir l'année prochaine, c'est sûr et certain. Et Lainaoui, ça sera sûrement cet hiver. D'en dessous, c'est pareil. Ça va être très compliqué. Quoi. Si t'es sanctionné cet été, t'es mort. T'es mort. T'es mort parce que y a plein de joueurs qui vont pas vouloir partir. Pourquoi partir? T'es sûr de jouer. Donc les mecs vont pas partir, ils ont un bon salaire, ça va être une catastrophe. Faut absolument que le club réussisse à valider les lettres d'engagement pour ne pas être embêté à l'été prochain. Alors dans cette optique-là, les plus gros actifs du club vont être cédés, voilà, faut clairement le dire. La tête de gondole, c'est bien sûr Kuzanov, qui a beaucoup de prétendants et qui voit sa cote grimper. Le but de toute façon c'est de le faire jouer jusqu'à la fin de l'année. S'il fait les matchs qu'il a fait là, il va être bankable à mort, il part dès l'hiver. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Il part cet hiver. La seule chatte qu'on aurait, c'est qu'on arrive à vendre d'autres joueurs en même temps et qu'on arrive à négocier un prix plus bas à la vente, mais avec un prêt sur 6 mois. C'est-à-dire qu'on le vend moins cher, mais qu'on le récupère sur les 6 derniers mois de la saison, ça serait tout bénef. Maintenant, tu perdrais un peu de sous à la vente, mais ça, c'est dans le cas où on arrive à dégager des PDC, Saïd, Fulgini, Mendy, Danso, enfin voilà, 5-6 joueurs. De toute façon, il y a plein de départs, ça c'est sûr et certain. Et là, Inaoui veut partir, ça il l'a absolument dit, même si en conférence de presse, il fait de la com. Aujourd'hui, on sait très bien que le joueur voudrait partir. Maintenant, c'est les proches qui ont fait capoter le deal à Monaco parce qu'ils étaient très gourmands en salaire. Et Danso, lui, il a pas dérogé. Hein. Dès qu'il est revenu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dès qu'il est revenu de la Roma, il a dit moi je pars. Donc le problème de Danso, c'est qu'avec des soucis cardiaques et un doute toujours présent, sa cote elle a complètement baissé. Il va plus valoir que 10-15 millions d'euros. Si on arrive à le vendre 20 millions d'euros, c'est un miracle. Et voilà, il y a moyen qu'on vende pour 30-50 millions d'euros cet hiver, ça serait extraordinaire, mais il y a moyen. Voilà, des PDC, 10 millions d'euros, j'ai du mal à le croire. Si on arrive à le vendre 5, 6, 7 millions d'euros aux États-Unis, ça sera très très bien. Fulgini, c'est vrai qu'il montre des belles choses, mais je sais pas si le club va vouloir le garder ou pas. En tout cas, il a fait un plutôt bon match face à Reims. Un but, une passe décisive en 2 matchs, c'est plutôt somme toute correct. À voir ce qui va se passer, s'il monte en puissance au sein du club. Est-ce que il vaudrait peut-être pas mieux attendre cet été pour le revendre après? En tout cas, voilà. Il y a 2 tournants très importants du club en termes de vente de club, de vente de joueurs. C'est bien sûr cet hiver et au mois de juin. Voilà. S'il y a rien d'autre, la DNCG va nous niquer la gueule. Maintenant, on va encore entendre après ma vidéo, ah ouais, tu dis ça, il se passe rien. Bah oui, il se passe rien. Si les choses sont bien faites, il va rien se passer. C'est clair, net et précis. Mais en tout cas, voilà. Si aujourd'hui il n'y a pas eu de sanctions de la DNCG, c'est parce que le dossier qui a été claqué sur le bureau est un dossier énorme. Voilà.
Il y a un autre dossier qui est important aussi, j'étais en train de chercher un peu mes mots, il y a un autre dossier qui était important aussi dans la suite, c'est bien sûr la revente du club. Moi, je commence à avoir des retours un peu partout, qu'on est clairement sur une pente de vente dans 1 ou 2 ans, voire maxi 3. Les retours que j'en ai, j'ai plusieurs sources concordantes. L'achat du stade, c'est la première étape de la vente du club. Voilà. Ça m'a été confirmé par plusieurs personnes, dont une personne qui est assez proche de tout ce qui est prise en charge du stade. Enfin, je sais pas comment dire ça pour pas être trop précis, mais voilà, elle travaille avec, elle est dans une organisation de travail autour du stade Bollard parce que le stade appartient à la ville, donc elle fait partie, voilà, d'un groupe qui s'occupe du stade et donc aujourd'hui, ça bosse beaucoup sur la vente du stade. Je vais pas vous le cacher, il y a quand même un fond un peu tendu parce qu'aujourd'hui, pas mal d'acteurs de cette vente découvrent qu'en fait, au final, les investissements sur le stade, ils seront faits après-vente du club. Très important. Et qu'au final, Joseph Ougourlian, il appuie sur la pédale d'accélérateur pour acheter le stade parce que sans le stade, il pourra pas vendre le club. Voilà. C'est les infos que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très intéressés pour racheter le club de Lens, mais avec le stade. Voilà. C'est un peu les retours qui sont là en ce moment. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'achat du stade est importantissime aux yeux de Joseph Ougourlian dans l'optique de céder le club. Il a déjà commencé à vendre le club. L'actionnariat minoritaire, c'est de la vente de club. Alors, c'est pas une vente totale, mais c'est une vente de parts. Aujourd'hui, on ne sait pas non plus si dans le dossier présenté à la DNCG, il y a une partie actionnariat minoritaire qui pourrait arriver. Maintenant, je pense sincèrement que il faudra pas être surpris si dans 1 ou 2 saisons le club est vendu. Voilà. Alors, j'ai pas d'infos sur les intéressés, même si j'ai parlé de Mullier qui reste toujours à l'affût et qui reste toujours dans les discussions un peu autour de la revente du stade, du club, pardon, c'est un peu un lapsus, mais bon, j'y reviendrai après. Dans les potentiels intéressés pour la reprise du club. Mais c'est pareil, Mullier, c'est dans la même veine que les autres. Alors attention, entre guillemets, je mets au pluriel les autres protagonistes qui seraient intéressés pour acheter le club. Mullier n'achètera le club que si le stade est dans le package. Voilà. Parce que quand on connaît un petit peu la ville de Lens, alors moi je la connais, mais je la connais plus financièrement en fait, parce que dans mes contacts, je connais des gens qui sont dans un peu les strates financières de Lens. Quand on analyse un petit peu aux alentours du stade, au niveau acquisition immobilière, il y a des acquisitions immobilières qui font partie du groupe Mullier. Voilà. Bon, j'ai pas les détails, mais l'intérêt de Mullier d'acheter le stade et d'acheter un peu le pourtour du stade, c'est de créer quelque chose. Voilà. De créer un RC Lens Land en termes d'apport commercial, d'apport de magasin. Voilà. C'est pas anodin. Excusez-moi. C'est pas anodin, par exemple, qu'un Frankowski soit une égérie Decathlon. Il y a un contrat avec Decathlon. C'est pas anodin. Aujourd'hui, on sait que certains joueurs sont approchés par Decathlon, qui est une marque Mullier, Decathlon, faut le dire. Aujourd'hui, tout ça, c'est dans un package. Maintenant, Mullier, c'est comme Arnaud, c'est comme toutes ces familles-là. C'est des gens qui n'iront pas. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de lumière, j'ai pas le choix. C'est le reflet, c'est toujours un peu comme ça, du soleil. Mullier, c'est comme les grosses familles Arnaud et compagnie. Ils ne se lanceront dans la bataille que s'ils sont sûrs et certains d'un retour financier colossal du club par rapport à eux. Mais le club en lui-même, il rapporte pas des thunes. Ce qui rapporte des thunes, c'est autour du club. L'acquisition du stade, ça permet de rentrer pas mal de pognon, surtout si tu crées un truc autour du stade, un truc commercial, une espèce de zone commerciale intra-urbaine. Ça fait péter à mort. Ça fait péter au niveau pognon, ça fait péter aussi au niveau acquisition immobilière, parce que les biens immobiliers deviennent des biens économiques, et ça permet de faire des gros mouvements d'argent. Et ça intéresse Mullier. Mais ce qui intéresse Mullier aussi, c'est de rentrer dans la course du foot. Parce que l'arrivée
d'Arnaud au PFC, et puis de Red Bull, ça a accéléré un petit mouvement. Il peut se passer des choses dans les 1 ou 2 ans. Il y a peut-être une espèce de niche économique qui est en train de se créer au foot. Ça serait pas déconnant que Mullier accélère dans les 1 ou 2 ans. Mais voilà, il n'y a pas que lui sur le fait. Apparemment, il y a d'autres intéressés par le club. Mais le nerf de la guerre, c'est la propriété du stade. Voilà. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui Joseph Ougourlian est à fond dessus, pédale d'accélérateur à mort, parce qu'il veut récupérer le stade dans le but de vendre. Mais ça crée un peu de tension parce que au final, il y aurait pas de travaux de fait sous l'ère et Joseph Ougourlian. Le stade serait acheté pour ensuite être tout vendu. Voilà. Et il ferait une sacrée culbute, parce que tu passes d'un club, on va dire chiffré à peu près 150 millions d'euros, avec le stade, t'es à plus de 200 millions d'euros. Donc voilà, tu vends le club avec le stade, tu fais une sacrée, une sacrée culbute. Alors, bien sûr, il voulait faire ça avec les sous de l'actionnariat, c'est-à-dire que le gars, il vendait des parts du club au moment où il était le plus coté, c'est-à-dire que lui, il avait fait une culbute au niveau de ses parts de club à un actionnaire minoritaire qui met 25, 30, 50 millions d'euros. T'achètes le stade avec, c'est-à-dire que tu fais pas d'emprunt, c'est-à-dire que tu réinvestis pour acheter le stade, tu revends le package beaucoup plus élevé, donc tu revends toutes tes parts, au final, t'as fait une culbute de malade. Mais après, c'est un financier, Vu l'état des droits TV et puis que ça commence à partir un peu en couille le foot français, je pense qu'il a compris qu'il était temps de sortir les marrons du feu. Après, on est dans le foot moderne, l'ère des propriétaires, c'est des ères plus courtes qu'avant. Donc l'ère où Gourlian finira par s'arrêter. Il l'a toujours dit, il sera pas propriétaire à vie du club. Et je pense que la première étape de son départ, ça sera l'achat du stade. Voilà un petit peu les retours que j'en ai. Je voulais un peu parler du match de Coupe de France. Alors bien sûr, on a tiré le PSG, on est maudit en Coupe de France, après on l'a tiré à domicile. Tant mieux, au moins on ferait une rentrée d'argent avant de se faire sortir. Mais enfin, sur un match, tout est possible, c'est la Coupe de France. Mais moi, je donne un avis. Je trouve que la manière de gérer les abonnés et les non-abonnés, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il aurait fallu avoir un équilibre. On peut pas passer du tout au tout. Avant, les abonnés avaient le droit de prendre 1 ou 2 places. Maintenant, ils peuvent plus prendre que leur place. Alors, ils ont leur place réservée, bien sûr. Ça, c'est pas un problème. Le souci aujourd'hui, c'est que ça me plaît pas, moi. C'est qu'aujourd'hui, un abonné, il peut pas prendre 2 places pour un proche sur un match qui est pas prévu dans son abonnement. Par contre, les non-abonnés, eux, ils peuvent prendre 4 places. Mais par contre, les abonnés, ils peuvent s'inscrire quand même le mercredi 11 pour prendre des places, ce qui veut dire qu'un abonné, il peut prendre 5 places et un non-abonné 4 places. Je trouve ça n'importe quoi. Parce qu'au final, bloquer les places pendant 10 jours, mais ouvrir tout à tout le monde, ça aurait été beaucoup plus simple que de faire comme ça. Moi, je trouve que c'est injuste. Ou alors, il aurait fallu un juste milieu, c'est-à-dire faire 2 places par abonné et puis 3 places pour les non-abonnés, mais les abonnés ne peuvent pas se connecter à la billetterie, donc faut passer par un non-abonné pour les prendre. Je pense que c'était beaucoup plus équilibré. Alors, c'est un petit coup de gueule. Après, on va me dire, les abonnés, ils ont le droit de tout. Attends, t'es abonné. Je suis désolé, fallait vous abonner quand il y avait 20 000 places d'abonnés. Personne n'a demandé aux gens de pas s'abonner. Les abonnés, malheureusement, ils ont quand même certains droits. On paye une énorme somme. Après, alors les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est ouais, mais faut laisser la place aux autres. La place aux autres, pourquoi? Parce que nous, on est abonnés, on est des privilégiés. Non, on n'est pas des privilégiés, on paye notre abonnement, c'est pas gratuit. Donc moi, je suis pas d'accord avec cette argumentation-là. Bien sûr que les places de Coupe de France et de Coupe d'Europe, ils sont pas prévus dans l'abonnement. C'est logique. Parce que si, par exemple, en Coupe de France, tu fais que des déplacements jusqu'à la finale, tu vas payer quoi dans ton abonnement? Des matchs à domicile qui n'existent pas. Ils peuvent pas mettre des matchs de Coupe d'Europe et des matchs de Coupe de France en réel sur un abonnement. C'est du virtuel. Donc c'est obligé qu'il y ait une priorité abonné, parce que t'es abonné. Tu vois tous les matchs de domicile en Ligue 1. Mais pas que.
logiquement, l'abonné, il doit avoir une priorité sur les matchs à domicile, toutes compétitions confondues, c'est normal. Il claque entre 100 et 500 balles par an. Bah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on n'équilibre pas. Je dis pas que les abonnés doivent prendre 1 million de places, c'est pas juste, parce qu'il y a de la revente. Mais là, ce qu'on va faire, ce que va faire cette manière de s'organiser, c'est que les abonnés vont prendre leur place à leur place, et puis le mercredi, ils vont se connecter avec tous les autres. Donc de toute façon, la billetterie va exploser, ils vont prendre des places. S'ils n'arrivent pas à prendre des places, ben, ils iront tout seuls au stade. S'ils arrivent à prendre des places côte à côte, ils vendront leur place. Comme ils vont vendre leur place, ben, ils vont la vendre beaucoup plus cher. Pourquoi? Pour équilibrer ce qu'ils ont acheté en plus lors de l'ouverture publique. Donc de toute façon, le club crée une espèce d'envol des prix, mais ça, parce qu'ils prennent un pourcentage dessus, c'est voulu ça, hein. Le système d'inflation des prix des places, c'est voulu, puisqu'ils prennent une com dessus. Donc ils gagnent de l'argent dessus. Eux, ils ont tout intérêt à ce que le prix des places prennent une énorme cote dans la revente, parce qu'eux, ils sont gagnants au niveau thune. Voilà. Parce qu'en gagnant au niveau thune. Donc moi je trouve qu'il aurait fallu équilibrer le nombre de places par abonné. Mais après je comprends que les non-abonnés veulent aller au stade, il n'y a pas de problème, on n'est pas là. Voilà, le problème c'est que le stade, il y a 38 000 places, il y a 50 000, 60 000 demandes. Il sera toujours trop petit. Voilà, il n'y aura jamais de stade construit, ils pourront pas modifier le stade pour créer un nombre de places supplémentaires. Ça sera pas possible. Ça sera pas possible, ou alors ils fermeront le stade, ça sera plus Bollard comme avant. Ça changerait quand même pas mal la beauté du stade, donc je sais pas vraiment si c'est une bonne chose. Voilà. Personnellement, je pense que je connaîtrais peut-être pas de mon vivant un nouveau Bollard à 50 000 places. Pour moi, un stade de 45 000 places, il serait plein à tous les matchs. Voilà. Il serait plein à tous les matchs, ça ferait 7 000 places de plus. Est-ce qu'il faudrait les mettre en abonnés? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faudrait pas bouger au nombre d'abonnés. À part si t'arrives à 50 000 places. Là, par contre, 50 000 places, ça ferait 12 000 places de plus. Bon, là, tu pourrais faire une partie abonnement en plus. Mais sincèrement, c'est compliqué. Mais le stade est tellement beau comme ça que, enfin, pour moi, c'est un non-sens de parler de ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt mal géré, cette histoire de priorité abonnée, là. Sur le coup, ça a été mal géré. Voilà. Bon, après, ça reste que mon avis. Ça reste que mon avis. Et puis donc, dernière chose, les maillots Sainte-Barbe. Alors ça a été très compliqué parce que d'habitude les maillots Sainte-Barbe pouvaient être réservés, payés d'avance l'été par les abonnés. C'est terminé. Bon, après ils ont fait une priorité abonnée. Je crois une priorité abonnée sur les maillots. Si je dis pas une connerie, je crois que c'est ça. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que c'est ça. En tout cas, c'est cher. Et la réduction abonnée de 10 €, c'est quand même du gros foutage de gueule. Parce que tu payes quand même 7 € de livraison. Je trouve ça honteux. Parce qu'au final, ta réduction, elle paye elle paye la livraison, quoi. Moi, je trouve ça honteux. Voilà, moi, je le dis clairement, c'est honteux. C'est honteux parce que c'est pas un avantage abonné que de payer un frais de livraison. Et des frais de livraison à 7 balles, c'est quand même une honte, parce que quand on sait que un frais de livraison sur Amazon, c'est 2-3 balles, voire même c'est gratuit à partir d'un certain achat. Moi, je suis désolé, mais si tu prends 2 maillots, t'en as pour 200 balles, ils pourraient donner les frais de port gratuits quand même. Moi, je trouve ça assez honteux, quoi. Enfin, après, c'est pareil. Ça reste mon petit avis, c'était un peu le coup de gueule. Par contre, les maillots sont magnifiques. Je trouve même le maillot gardien plus beau que le maillot joueur. J'ai pris les deux. Voilà. Je sais pas si je les aurai pour la prochaine vidéo, mais en tout cas, j'ai pris les deux. C'est mon cadeau de Noël. Voilà. Bon, sur ce, je pense avoir fait le tour de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Bon, je suis désolé pour la lumière d'hiver, mais c'est pas toujours évident. Puis j'ai pas encore de store à ma fenêtre. Donc pour l'instant, je ne peux pas fermer la fenêtre comme je veux. C'est les aléas d'une maison qui est pas encore finie. Mais ça, c'est la joie du propriétaire. On finit les travaux quand on est mort. Sur ce, ciao. Bonne journée à tous, bon visionnage à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la vidéo d'après-match face à Montpellier. J'y serai. Et on espère une victoire pour bien se placer dans le top 5, top 6. Ça serait pas mal. Ça serait une très bonne chose. Salut les amis. Ciao.